Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah, je vois que vous réveille. Je vois que je vous réveille. Merci de venir à ce talk pour votre sieste de l'après-midi. Alors, je vais vous parler LLM. Je vais prendre un exemple concret, celui de l'assistant. On va voir du code, on va voir des exemples qui marchent, j'espère. Et puis, on va aussi voir les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc moi, je m'appelle Marie-Alice Blett, je travaille chez Worldline dans une équipe qui est spécialisée en IA. Donc moi, je suis software engineer, mais mes collègues sont des data scientists et on travaille ensemble pour faire des choses qui marchent. J'ai aussi écrit un livre chez O'Reilly sur créer des applications avec OpenAI. J'en ai 5 ici en anglais et 1 en espagnol, si jamais il y a quelqu'un dont l'espagnol est la langue maternelle. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Je vous en donnerai un après le talk. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui, globalement. Donc ça, c'est Steve Jobs, et il a dans la main une souris. Il y a une espèce de légende urbaine qui dit que quand Steve Jobs a découvert la souris au Xerox PARC en 1979, il a eu un espèce de moment eureka avec cette souris et l'aiguille. Et c'est ça qui a fait la première révolution dans l'interaction homme-machine. Il y a une autre rumeur qui court en ce moment qui dit que les LLM sont la deuxième révolution dans l'interaction homme-machine. Donc la souris serait la première, j'en ai une avec moi, et les LLM seraient la deuxième. Le principe de ce talk, c'est justement qu'on va essayer de tester ça. Je vais essayer de remplacer tout ce que je fais avec ma souris par un LLM. Donc on va remplacer des clics par des conversations. Donc la souris versus Large Language Models. Souris. Vous connaissez les LLM. Comment ça marche? Le principe, c'est que le LLM va générer du texte en complétant la phrase mot par mot. Donc si j'ai un début de phrase, par exemple, mon chat, je le passe dans mon LLM, le LLM va choisir un mot parmi une liste de mots probables, donc ils ont des probabilités différentes. Par exemple, là, mon LLM va choisir dort, donc je vais avoir mon chat dort, nouvelle liste de mots probables, mon chat dort dans, et ainsi de suite. Donc le principe sous-jacent des LLM, c'est ça, la génération du prochain mot probable. Donc, il n'y a pas, quand vous écrivez une question, quand vous posez une question à ChatGPT par exemple, il n'y a pas de notion de vérité, il n'y a pas de notion de base de données, il n'y a pas de notion de source, c'est simplement de la prédiction du mot suivant probable, comme ce que vous avez dans votre téléphone quand vous écrivez un SMS ou dans WhatsApp, en un petit peu boosté. Ça, c'est peut-être que vous le savez déjà, c'est juste important d'avoir à l'esprit quand on va développer notre application par la suite. C'est pour ça que je fais un petit peu ces rappels-là. Deuxième rappel, c'est ça va ensemble, c'est que les LLM ne sont pas déterministes. Alors, vous avez des paramètres qui permettent de rendre ça plus constant ou plus stable, mais fondamentalement, ça ne va pas être déterministe. Vous allez voir, ça va être important pour la suite. Je fais un petit rappel de vocabulaire, juste pour qu'on soit tous alignés sur la même page. Tous à la même page. Les modèles, il y a ceux qui sont disponibles via une API en mode service, il y a ceux qui sont plus do-it-yourself, à déployer soi-même, plus ou moins ouverts. Pour mon exemple, je vais prendre celui d'OpenAI parce que c'est plus simple pour moi, mais ce que je vais vous montrer, ça va être applicable à d'autres. Je n'ai pas utilisé spécifiquement, de propriétés spécifiques à OpenAI. Donc les modèles, ils ont différentes capacités, ils ont différents prix. Alors là, j'ai pas mis à jour ma slide, mais maintenant il y a GPT-4 Turbo. Nous, on va prendre celui-là par défaut parce que c'est le moins cher, le plus rapide. On va voir si ça marche. Donc on a vu les modèles, maintenant on va voir prompt et complétion et le contexte. Donc, sûrement vous connaissez ça, prompt c'est l'entrée, complétion c'est la sortie. Hello world, hello, how can I help you? Si je pose une question comme ça, qu'est-ce que Devoxx France? Mon prompt ça va être ça, et la complétion, je vais avoir une réponse Devoxx France, blablabla. Maintenant, si je veux demander ça, où se déroule cet événement,
il y a quelque chose d'important à avoir à l'esprit, c'est que ça ne marche pas, c'est stateless. En fait, l'API, elle ne va pas garder en mémoire toutes vos interactions pour vous. Vous allez devoir tout renvoyer à chaque fois. Ça, encore une fois, ça va être important pour la suite. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le contexte, ou la fenêtre de contexte, ou le window contexte, suivant ce que vous êtes en train de faire, enfin, suivant le vocabulaire que vous voulez utiliser. Mais c'est la même chose. Donc ça, on a vu, il ne reste plus que les tokens. Alors, un token, c'est simplement un bout de mot, ou un mot complet, ou une ponctuation. Parce que quand je vous ai dit que le LM il va générer le mot suivant, c'est pas exactement vrai, il va générer le token suivant. Si je prends cette phrase-là en anglais, les tokens ils vont être découpés comme ça. Wordline, ça va devenir 2 tokens, tout le reste c'est un token avec le point à la fin qui est un token. Et ça, juste pour info, la dernière fois que j'ai vérifié, le coût avec GPT-3.5 Turbo, c'était quelque chose avec beaucoup de zéros, donc vraiment pas très cher. Donc ça c'est juste pour cette phrase-là. Petit exemple de code, un Hello World avec OpenAI en Python. Je suis désolée, je sais qu'on a Devox, on fait plutôt du Java. J'ai été développeuse Java pendant 10 ans et quand j'ai switché dans cette équipe IA, j'ai dû me résigner. Maintenant, je suis passée au Python. Donc mes exemples de code sont en Python. Mais vous inquiétez pas, je pense que tout le monde va arriver à suivre. Donc c'est assez simple. On envoie à mon modèle, on va envoyer au modèle une liste de messages avec un rôle, donc le user quand ça va être moi qui parle, et quand c'est assistant, ça va être le LM qui parle. Donc là j'ai mon Hello World, et pour la réponse, ça donne quelque chose comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est ici la partie content. Hello, how can I help you today? Voilà, donc ça c'était mon introduction, elle était un petit peu longue, maintenant on est tous au même niveau. L'énoncé du problème. Alors, moi quand j'ai commencé à travailler, mon premier projet, c'était le système d'immatriculation des véhicules. Alors, mon exemple est en anglais parce que mon code est en anglais, donc j'ai préféré garder mon vocabulaire. Mais c'est le système d'immatriculation des véhicules. C'est-à-dire, vous imaginez toutes les voitures, tous les camions, tous les taxis, toutes les grues qui en France, elles sont immatriculées quelque part. C'est ce système-là qui les gère. C'est un système qui était très complexe, avec plein de formulaires, plein de boutons. Et puis on devait le faire évoluer. Et puis à un moment, on ne savait plus où mettre les formulaires dans l'écran, donc on a mis des pop-up. Et puis vous savez ce qui est arrivé après? On a fait des pop-up de pop-up. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce genre de... Ouais. Voilà. Donc moi, quand j'ai entendu cette histoire de rumeur comme quoi elle allait remplacer les boutons, les formulaires, les clics, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me dis, est-ce que je peux essayer de réécrire tout ce système avec un chatbot, avec un LLM derrière? Puis après, j'ai un peu revu mes expectations à la baisse. Et je me suis dit que je n'allais pas redévelopper tout ça, le travail de 20 développeurs pendant 5 ans toute seule. Je vais peut-être en faire un truc un tout petit peu plus simple, qui va être celui-ci. Je vais imaginer un système où on peut faire une création d'immatriculation, un update, un delete. Une matriculation, ça a simplement 3 propriétés, un modèle, une année et un propriétaire. Et ce qui est important, c'est que mon utilisateur a besoin de confirmer à chaque fois qu'il fait une action. Ça, c'est important pour moi. Et donc l'idée, c'est que ces 3 écrans-là, avec tous ces boutons, et ce scénario-là, je puisse le remplacer par un assistant, un chatbot, voilà, donc simplement avoir une conversation pour faire tout ce que je faisais avant avec des clics. Jusque-là, ça va? Donc, pour faire ça, j'ai eu 3 idées. Première idée, c'est la plus simple, je vais essayer de tout écrire dans un seul prompt. Donc, on se dit déjà que mon prompt il va être un petit peu compliqué. Ah ouais, alors je dis tantôt il marquait un prompt, tantôt une prompt, j'ai pas réussi à me décider. Je m'excuse. Donc là, c'est un prompt sur ce slide-là, ça va sûrement changer d'une slide à l'autre. Donc, pour écrire ce prompt, ça va être un petit peu compliqué. Donc, j'ai décidé d'appliquer des méthodes de prompt engineering, simplement de découper mon prompt en plusieurs parties. La première, ça va être donner le contexte et le comportement global. Donc, ça va être assez simple. Encore, voilà, mon prompt est en anglais. Donc, tu es un assistant, sois poli, etc. Donc là, il est facile. Partie 2, c'est
définir le format de sortie. Alors là, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'en fait, j'ai deux types de sorties. J'ai la sortie pour l'utilisateur, donc ça va être la conversation. Donc quand je dis « Hello, I'm an assistant », je veux que mon chatbot il puisse me répondre « Give me more information to do blablabla ». Et je vais avoir une sortie pour l'application. Et en fait, ça va être quelque chose pour que mon chatbot il puisse interagir avec le reste de mon application. Donc là, je veux lui faire exécuter une méthode. Par exemple, on peut imaginer que register vehicle, c'est une méthode Python qui existe dans mon code. Et donc, je veux que mon chatbot il soit capable d'exécuter cette méthode-là, ou demander l'exécution plutôt. Donc, comment je fais ça, en fait? Donc, il faut imaginer mon schéma, voilà, ça marche comme ça. Donc, j'ai un user input, mais j'ai deux sorties. J'ai décidé que du coup, le format de sortie serait au format JSON, et j'ai l'output pour le user, que j'ai appelé output, et tout ce qui est pour le reste, pour le back-end, pour le code, ça va être function et args. Donc ça, je transforme en une prompt. Alors là, c'est un peu long, j'ai pas tout mis sur mon écran, sinon c'est un peu trop long, mais je dis, voilà, c'est à ça que doit ressembler la sortie, c'est ce format-là de JSON. Voilà. Vous remarquerez que j'ai pas utilisé, OpenAI propose le function, un système pour que les sorties en JSON soient plus fiables. Je l'ai pas utilisé pour cet exemple, c'est vraiment quelque chose de très simple. Maintenant, partie 3, là, ça va être les instructions. Donc, ça va être la partie vraiment métier. Je vais mettre le cœur métier dans les instructions. Donc là, ça ressemble un peu à des specs. Je lui dis, voilà, le user peut faire ci, peut faire ça. Il peut créer, il peut demander une suppression. Et il faut absolument qu'il confirme, et voilà, etc. Donc ça, c'est pareil, cette partie-là, elle est un peu longue. J'ai pas tout mis sur mon écran. Et puis, dernière partie de mon prompt. Je remets un coup sur le JSON, parce que ça, c'est hyper important. S'il ne le respecte pas, ça va faire tout cracher. Donc, je lui refais un petit rappel. Et je lui dis, voilà, tu peux démarrer, souhaite le bienvenu à l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous vous rappelez, j'avais dit que la conversation, c'était une liste de messages. Donc, ma liste de messages, elle va ressembler à ça. Premier message, ça va être mon prompt énorme, que je n'ai pas mis sur l'écran, évidemment, avec toutes les instructions. Là, l'assistant va répondre « Hello, bienvenue ». Et là, mon user va dire « J'ai besoin de créer une voiture, etc. » Et là, je vais avoir toute la conversation entre le user et l'assistant qui va se dérouler jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai une action de, par exemple, « Create Registration ». Donc là, il faut bien avoir à l'esprit qu'à chaque fois, à chaque étape, je vais renvoyer le message courant plus tous les messages d'avant. Donc comme voilà, si vous doutez maintenant, ça va devenir de plus en plus cher au fur et à mesure que ma conversation continue. Alors, là, c'est le temps de faire une petite démo. Est-ce que je vais arriver à switcher d'écran? Hop. Ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que c'est assez gros ou pas? Non. Là, ça va? Moi, j'arrive pas bien à lire, donc vous allez me dire si ça marche ou pas. Donc là, j'ai un petit script Python pour changer de modèle. Donc je vais repasser en 3.5. Donc là, j'ai fait comme ça, 3.5. Non, en fait, non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Je n'ai pas passé en 3.5 parce qu'on n'a pas le temps. Justement, croyez-moi sur parole, le 3.5, ça ne marche pas bien, donc je vais rester en 4. Avec un prompt comme ça, le 3.5, il n'y arrive pas. Et est-ce que j'ai écrit 4 ou pas là? Non, j'ai pas l'impression. 4. Ok, et maintenant, je vais faire un Python main. Est-ce que j'écris main? Oui. Ok. Et est-ce que j'ai Internet? Oui, donc c'est un petit peu long, mais j'ai bien Internet. Donc, ce que vous avez là, donc en blanc, il faut imaginer que c'est le chat lui-même, le résultat final. Et en vert, donc juste pour information, j'ai rajouté la sortie brute du chatbot pour que vous voyez ce que ça donne. Donc,
là, vous avez le premier message, welcome, tout en anglais. Donc, je vais dire I have a new car. J'ai sûrement fait des fautes de frappe. Non, même pas. I have a new car. Et là, il me répond, il est content pour moi. C'est bien. Donc, il me demande le modèle. Donc, je vais dire c'est une Citroën. Et date de 2015. Et je vais faire exprès d'oublier mon nom. On va voir ce qui se passe. Ok. Et il dit, il manque le nom. Donc, parfait, il a bien compris les instructions. Donc, je vais dire my name is Blett. Ok, donc là, il demande bien confirmation. Donc je lui dis yes, c'est bon. Et voilà, donc là, il me dit ok, tout est enregistré. Et j'ai un numéro d'immatriculation. Alors dans mon exemple, il n'y a pas de back-end, hein, ça renvoie toujours à 1, 2, 3 bébés. Voilà, c'est juste pour vous montrer la partie chatbot. Maintenant, je vais lui dire... Donc là, je pourrais lui dire I want to update. Par exemple, donc ça, c'est très équivalent de cliquer sur un bouton. Je vais essayer de formuler ça différemment. Je vais dire I sold my car to Smith. On va voir, est-ce qu'il comprend? Et là, donc là, il a bien compris. Donc là, c'est juste pour montrer que c'est un petit peu plus... Voilà, l'idée, c'est ça, c'est que la conversation ne soit pas équivalent mot pour mot du clic au bouton. Là, c'est juste pour montrer qu'il y a un peu plus de souplesse parce que je peux converser de façon plus naturelle avec le chatbot. Donc là, il a bien compris que je voulais faire un update. Donc je lui dis que c'est AA 1, 2, 3 BB. Et il me demande confirmation. Et je lui dis yes. Et donc il a tout compris. C'est parfait. Voilà, ça a marché. Donc ça, hop, première démo, elle a marché, c'est chouette. Je vais essayer de changer d'écran. Est-ce que j'y arrive? Peut-être en faisant comme ça. Ouais. Et là, est-ce que j'ai la main? Oui. Hop, ok. Donc là, j'ai juste, si j'ai mis un problème de réseau, hop, voilà. Donc ça, c'est ma première solution. Cette solution, elle est sympa, ça fait un truc rapide à faire. Par contre, il y a un peu elle est un peu limitée parce qu'on se doute bien qu'elle n'est pas scalable. C'est-à-dire que si mon application devient plus complexe, je vais avoir une prompt gigantesque. Au bout d'un moment, le LM il va pas s'y retrouver. Moi, je vais avoir du mal à avoir confiance de est-ce que le LM respecte bien toutes les instructions que je vais lui donner. Et puis, forcément, en fait, c'est comme avoir une application que des specs. Comment est-ce que je fais de la maintenance là-dedans? Comment est-ce que je me retrouve dans mon prompt? Je sens bien que c'est pas viable. Pour un petit POC, c'est sympa. Pour aller plus loin, c'est un peu embêtant. En fait, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir plus de contrôle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Mon intuition, c'est ça. C'est au lieu d'avoir toutes mes instructions dans le départ, avoir la discussion et l'action, moi, j'aimerais bien pouvoir en fait, donner des plus petites instructions à différents moments de mon parcours. Donc, l'idée, c'est de faire une approche de type machine à état. Alors là, j'ai mis une formule de pseudomate pour faire genre c'est intelligent ce talk. Donc, j'ai des états, j'ai une fonction de transition qui va en fait me permettre de passer d'un état à un autre grâce à un prompt et l'input de l'utilisateur. Plus concrètement, ça va donner ça. Je vais avoir mon départ. À ce moment-là, j'ai l'input d'utilisateur. Par exemple, j'ai une nouvelle voiture. Et le prompt que je vais donner, ça va être si l'utilisateur veut une nouvelle voiture, va dans l'état création. Donc là, j'arrive dans création. Là, pareil, je vais avoir l'input utilisateur qui va discuter avec l'LM. Le prompt, ça va être reste dans l'état création tant que tu n'as pas toutes les informations. Si tu as toutes les informations, alors va dans l'état confirmation. Si tu as la confirmation ou pas, exécuter action, sinon reviens dans création. Et donc tout mon système, je vais le décrire comme ça, avec des prompts spécifiques pour chaque état. Donc le prompt de départ, il va être comme ça. Donc
il est similaire à celui d'avant, sauf qu'il n'y a pas la partie métier. Il y a seulement la partie introduction et la partie JSON. Et les prompts des transitions, eux, vont avoir la partie métier. Donc dans l'étape New Registration, donc création en français, c'est là où je décris la partie métier. Il faut telle information, il faut demander la confirmation, etc. Petite démo. Si j'arrive à retrouver ma souris, et là, il faut que je passe sur l'écran d'à côté, je ne sais plus où je suis. Ok. Donc là par contre, hop, croyez-moi sur parole, je peux passer en 3.5. C'est l'avantage de ce système. Donc là, je suis en 3.5 et je fais Python main. Donc là, c'est pareil. En blanc, vous imaginez que c'est le vrai chatbot. Et en vert, c'est juste pour information, c'est l'état dans lequel je me trouve. Donc là, je suis dans Start, je vais faire pareil. I have a new car. Voilà, donc pareil, il me dit. Donc là, j'ai oublié de grossir. Excusez-moi. Hop. Voilà, donc I have a new car. Et donc là, je dis pareil, je vais faire si trop n. Est-ce que j'y arrive? Si trop n. 2015. Encore une fois, j'oublie mon nom. Et voilà, donc là, ça c'est GPT 3.5. C'est pas tout à fait. Voilà. Mais il a bien demandé confirmation grâce à mon système état. Donc je peux lui dire maintenant, je peux vérifier qu'il y a un petit problème. Donc je vais dire no, name is Bled. Ok, donc là, ça a raté. Je voulais qu'il redemande confirmation, il n'a pas fait. Donc voilà, vous avez en live, ça marche pas à tous les coups. Mais voilà, si j'ai fait plusieurs tests, globalement, l'exemple d'avant en 3.5, ça marche vraiment pas. Celui-ci en 3.5, ça marche quand même assez bien. En 4, forcément, ça marche. On va passer. On va passer. Et voilà, hop. Tac. Donc, à la suite. Donc, l'avantage de cette approche, c'est ça, c'est que c'est plus facile pour moi de découpler la partie génération, la partie chat de l'intelligence. Donc ça, je l'aime bien. Ça fonctionne avec des modèles moins puissants. Donc ça, vous avez en live la preuve que c'est pas toujours vrai. Et c'est plus facile à valider, c'est-à-dire j'ai plus de contrôle, je peux plus facilement tester des petits bouts de mon application grâce à mon système de petits prompts, petites étapes. Maintenant, la troisième solution. Le problème de celle-ci, c'est quand même aussi, on se doute bien que si mon système est très complexe, ma machine à état va être très complexe, c'est difficile à créer. Et puis, ça utilise peut-être pas toute l'intelligence des LLM. Moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est les agents. Vous avez déjà peut-être entendu parler des agents. En fait, un agent, c'est assez simple. C'est un bout de code, un programme qui est capable d'effectuer des actions, qui est capable d'observer les résultats de ces actions, et on lui a donné préalablement un objectif et des capacités. Donc, pour faire ça, moi, je vais utiliser LangChain. Alors, je ne vais pas vous donner les détails de LangChain, parce qu'il y a d'autres talks sur le sujet. Simplement, c'est un bon framework pour gérer des agents. Donc, son objectif, ça va être d'être un assistant pour mon système d'immatriculation. Et je veux qu'il soit sympa et qu'il discute bien avec mon humain. Je vais lui donner la possibilité de discuter avec l'humain et je vais lui donner accès à certains outils liés à l'immatriculation des véhicules. Donc, concrètement, je vais lui donner une liste d'outils. Avec le framework LangChain, ça marche comme ça. Donc, je lui donne une liste d'outils. Donc, il a Create Registration Tool, il a aussi Update, il a aussi Delete, il a aussi Talk with Human. Et donc ça, la fonction Create Registration Tool, c'est une fonction Python qui existe vraiment dans mon code. Donc en fait, le LM va être capable de l'appeler. Voilà, et donc je lui donne un nom et je lui donne une description. Et cette description-là, elle est super importante parce que c'est ça qui va être utilisé par le LM pour savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser.
c'est le moment de passer à la démo. Alors, là, ça va être un peu plus... Ouais, je vais essayer de faire un truc. Hop, attends, vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Je passe à mon troisième onglet, c'est celui-là. Je vais grossir. Et donc je vais repasser en 4. Et je vais faire un Python main. Ok. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite UI pour celle-là. Je vais essayer de vous la montrer si je trouve ma souris. Elle est là. Hop, raté. Ok. Donc là, j'ai une petite UI que j'ai fait avec Gradio. Gradio, c'est super pour faire des petites démos. L'utilisez pas en prod, s'il vous plaît. C'est pas fait pour ça. Donc là, c'est pareil. Donc je vais faire un hello. I have a new car. On va voir s'il est aussi content que les autres. Yes. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Vous avez donc à gauche, c'est la output verbose. Et vous avez le ALM qui pense. Et ça, juste pour ça, c'est super rigolo. Donc là, on voit bien mon ALM qui pense. Il dit, je vais utiliser l'outil conversation et pour discuter avec l'humain. Alors moi, j'arrive pas à lire ce qu'il a écrit, mais j'imagine qu'il dit qu'il me faut les infos. Donc pareil, je vais lui demander Citroën 2015. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc là, on voit bien, le LM, il a réfléchi, mon agent, il a réfléchi, il a dit qu'il manque le nom. Donc là, je vais lui redonner my name is Blett. Ok, donc là, on voit bien, il a réfléchi, il va demander confirmation. J'arrive pas à lire, mais on va dire que c'est bon. Donc là, je dis yes. Ok, donc là, j'ai bien le résultat. J'ai bien le résultat avec mon numéro d'immatriculation. Donc là, ça a marché. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc je vais faire pareil. Je vais dire I sold the car to Smith. Donc là, il a bien compris aussi que je voulais changer le owner de Blett à Smith. Donc là, hop, je vais dire yes. Et donc il va faire un update. On va voir. Normalement, est-ce qu'il va bien utiliser la fonction? Voilà, on voit bien, il utilise la fonction update registration. Et donc ça a marché. Il a bien fait ce que je voulais. Qu'on a 2 démos sur 3 qui ont marché, c'est pas mal. Alors, si je vais revenir à mon talk, si j'y arrive. Ouais, alors, démo. Donc ça c'était, hop, si jamais ça marche pas. Donc, résultat de tout ça. Ah oui, je vous ai mis le code, là, c'est un repo Git qui est public, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez. Donc, si je compare mes solutions, donc j'ai la solution un seul prompt, je remettrai le lien à la fin aussi. J'ai la solution machine à état et j'ai la solution agent. Ça, c'est facile à mettre en place. Ça marche mieux avec un modèle puissant. C'est un peu compliqué à maintenir. Je pense pour des use cases simples, ça peut être envisagé.
Celle-là, moi, j'aime bien. Parce que ça me redonne du contrôle. C'est plus, je suis pas à 100% LLM. Je peux faire un mix entre le code et le LLM pour tirer le meilleur parti des deux. Ça peut devenir complexe par contre, et ça marche, en tout cas ça marche mieux que les deux autres pour les petits modèles. Ensuite j'ai les agents. C'est quand même assez impressionnant. Par contre, ça s'appuie sur un framework LangChain qui est très bien, par contre qui évolue beaucoup et c'est un petit peu dur si on veut mettre une solution comme ça en prod. Bon, voilà. Et ça a vraiment besoin d'un modèle puissant. Là, il y a vraiment pas le choix. Ça, je peux pas faire avec du GPT 3.5, ça marche pas du tout, du tout. Et surtout, ça, comme vous voyez, en fait, il y a beaucoup de texte qui est généré. Vous avez vu dans les logs, il y a beaucoup de texte qui est généré, il y a beaucoup de texte qui est envoyé en input, donc ça devient rapidement très cher. Maintenant, donc tout ça, c'était des expérimentations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux vraiment faire de ces projets, des vrais projets qui puissent aller en prod? Je vais vous donner 5 problèmes que nous, on a rencontrés dans notre équipe. Problème numéro 1. Si vous avez déjà travaillé avec les prompts, vous connaissez ça. Vous changez un mot, vous changez une virgule, vous changez l'ordre des phrases, et tout d'un coup, il y a tout qui explose, ça ne marche plus. On s'arrache les cheveux, on en a marre, on jette tout par la fenêtre. Voilà. Pour éviter ça, c'est important de manager ces prompts, les mesurer, les évaluer au fur et à mesure qu'on travaille, se rendre compte au fil de l'eau que ça marche mieux, ça marche moins bien. C'est important, et surtout pouvoir revenir d'un prompt à l'autre. Il y a des outils, déjà Git ça peut être pas mal, mais des outils qui sont dédiés à l'évaluation des prompts comme Promptfoo. Et là j'ai mis un lien vers un blog qu'on a écrit, donc là c'est plus pour le RAG, mais ça donne des idées de métriques pour mesurer l'efficacité de ces prompts. Problème numéro 2, c'est comment est-ce que en fait, on peut arriver à prouver que sa solution fonctionne. Parce que dans une application standard, on dit voilà, j'ai tant de couverture de tests, mes tests sont tout ouverts, ça marche. Et voilà, c'est une espèce de garantie. Là, en fait, je peux faire des tests, mais c'est pas déterministe. C'est-à-dire que ce que j'ai fait aujourd'hui, peut-être que ça marche plus demain. Et en fait, ça, c'est un vrai changement de paradigme. Il faut pas, moi je suis persuadée qu'il ne faut pas chercher à rendre son application le plus déterministe possible. Parce que ça va donner un truc assez bizarre, surtout dans les chatbots. Les chatbots, ils ont besoin que ce soit un peu plus naturel. Si vous mettez, par exemple, tout ce qui est température, si vous avez déjà joué température et topé le plus bas possible à 0, peut-être que ça sera plus constant, je ne sais pas quel bon mot en français, mais vous allez perdre ça va être beaucoup moins naturel et surtout, si vous avez besoin, s'il y a eu un raté, c'est quand même bien de pouvoir recommencer. Ça, on va le voir juste après. Donc, pour avoir un petit peu de non-déterminisme, quand on travaille avec les LLM, ça peut être bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? On essaye de prouver que ça devrait marcher la plupart du temps. Déjà, ça, c'est un bon début. Donc, des tests, la gestion des prompts, on peut aussi ajouter des garde-fous et des boucles de contrôle. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, ça peut être ça. Ça, c'est le pattern Chain of Verification. Ça, c'est, on a donc, le premier LLM qui fait tout ce qu'on lui a demandé. Donc par exemple, mon premier exemple avec mon big prompt, là, you are an assistant, your task is blablabla. Donc c'est le gros prompt que j'avais fait au début. Et je prends un autre LLM, enfin ça peut être le même, mais je lui donne un autre rôle, je lui donne le rôle de verifier, c'est-à-dire que je lui ai demandé de vérifier que ce que dit le premier est juste par rapport à la prompt que je lui ai donnée. Donc de manière générale, tout ce qui est chain off ou le fait de chaîner les LLM ou de rajouter des boucles, voilà, ça, on a vu, il y a plein d'études là-dessus, ça marche bien. Ça permet de limiter les hallucinations, ça permet d'avoir plus de stabilité et surtout sur des modèles qui sont moins puissants aussi, ça permet de compenser ça. Avec LangChain, vous pouvez l'implémenter avec Second Shell Chain par exemple. Si ça ne marche pas, il faut prévoir des solutions de repli, donc gérer les erreurs, ça c'est toujours important, même si on ne travaille pas avec les LLM. Avoir un retry, avoir des alternatives. Là, je vous ai mis encore un lien. Ça, c'est un papier de Microsoft qui date
d'avant, avant tout le buzz autour de LLM, mais il est toujours intéressant parce que justement, il donne des guidelines sur comment avoir une application qui soit professionnelle et comment bien gérer les erreurs pour que ce soit bien utilisable par votre utilisateur. Dans mon code, là, vous ne l'avez pas vu, mais j'avais fait ça. J'avais mis un retry sur la partie JSON. Alors, c'est pas la bonne pratique, hein, mais pour mon exemple, ça suffisait bien. De temps en temps, il oublie la sortie JSON, il rajoute un mot ou c'est mal formaté, et ça fait tout planter. Et juste rajouter ce petit retry où je demande de réessayer 5 fois, ça m'a évité... Enfin, j'ai plus jamais eu d'erreur de JSON. Donc ça, c'est OK. En vrai, si vous faites de la prod, faites pas ça. Hein. Utilisez un modèle qui est fine-tuné pour sortir du JSON, c'est mieux. Mais voilà, le retry, c'est quand même une bonne idée quand on manipule les LLM. Problème numéro 2, on peut... Toujours problème numéro 2, voilà, ça j'ai déjà dit, tracer, monitorer. Vous avez d'autres liens là-dessus qui peuvent vous aider comme Longfuse. C'est un projet intéressant. Problème numéro 3, ça va être tout ce qui est prompt injection. Vous avez sûrement vu des exemples rigolos sur le net, avec Bing qui se fait plus ou moins hacker, à qui on lui fait révéler qu'il est Sydney, et puis après il insulte tout le monde. Avec mon chatbot, j'ai essayé, je lui ai demandé de parler comme Yoda, ça marche, il parle comme Yoda. Et j'ai demandé à quelqu'un sur Internet de me donner des idées de prompt injection. Et lui, c'était ça, son idée, c'était pareil, de faire un prompt qui dit on est dans un jeu. Et ça marche aussi, hein. Mon chatbot, il révèle qu'il a 3 outils pour manipuler les registrations. Donc là, c'est pas très grave. Mais ça pourrait être beaucoup plus grave s'il avait accès à d'autres choses. Si vous voulez vous amuser avec le prompt injection, vous avez un petit lien là, c'est assez rigolo. Donc, problème numéro 3, c'est ça. Donc ça, c'est aussi un papier qui dit que tous les LLM connus sont sensibles aux attaques. Donc le vôtre aussi. N'essayez pas de penser que c'est possible d'éviter ça. Il faut plus penser aux risques. Donc les risques, c'est de révéler les composants internes ou de changer le comportement. Donc l'idée, c'est de mitiger ça. Donc pas donner de nom de code que vous voulez pas qu'il soit révélé, ça sert à rien, puisqu'il risque d'être révélé. Et changer le comportement, mettre quelque part un disclaimer, si votre LLM se comporte, si votre chatbot se comporte comme Yoda ou donne des instructions pour fabriquer une bombe, dire quelque part, c'est pas votre faute, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi rajouter des checks. Donc, par exemple, checker les inputs, ça c'est quand même une bonne idée. Vérifier que votre user ne dit pas n'importe quoi, ne demande pas n'importe quoi. Éviter de lui donner trop d'espace s'il n'en a pas besoin. Et puis pareil, rajouter des vérifications à la sortie de l'output. Il y a des frameworks qui peuvent vous aider là-dessus. J'en ai mis des listes ici. C'est pas que les deux qui sont en dessous, c'est pas que pour la sécurité, mais ça peut marcher pour ça. Problème numéro 4, ça va être le coût. C'est important de limiter la taille de la conversation. Vous pouvez la résumer, vous n'êtes pas obligé d'envoyer à chaque fois tout ce qui s'est passé avant. En fait, juste faire un résumé, ça peut marcher. Utiliser un cache pour les questions fréquentes, ce genre de choses, ça peut marcher. Et puis vous aurez remarqué que tous les conseils que je vous ai donnés pour les problèmes 1, 2, 3, en fait, c'est l'inverse, ça va faire augmenter vos coûts. Donc l'idée, c'est bien sûr trouver un équilibre entre les risques que vous voulez prendre et le budget que vous avez. Problème numéro 5, en fait, c'est peut-être le problème pour lequel on aurait dû commencer. Je pense que je vous ai menti depuis le début. Tout ce projet n'était pas une bonne idée du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis en train d'envoyer des données hyper personnelles à OpenAI. Voilà. Donc ça, pareil, les bien à l'esprit, si vous utilisez OpenAI, les serveurs sont aux États-Unis. Est-ce que vous avez le droit d'envoyer les données de vos utilisateurs aux États-Unis ? Faites attention. Conclusion. Donc globalement, c'est ça, c'est qu'on a un effet waouh qui est facile. Mais par contre, si on veut avoir quelque chose qui fonctionne vraiment, qui est stable et qui est acceptable pour un client, on est sûr qu'il ne va pas insulter vos utilisateurs ou va dire, par exemple, que vos produits sont nuls, c'est beaucoup plus compliqué et c'est assez risqué. Ça bouge beaucoup, c'est difficile à suivre, notamment quand on utilise des frameworks. Et globalement, la sensation qu'on a, c'est toujours en face bac à sable.
tant que je l'ai écrit il y a plus de 6 mois, et je suis toujours d'accord avec ça. Pour moi, c'est toujours en face bac à sable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y mettre, pas du tout, c'est très prometteur. Mais il faut faire attention. Et ça a clairement le potentiel de révolutionner nos applications. Je vais citer Yann Lequin parce que j'aime bien ces citations qui sont toujours un peu cash. Là, il dit « Les LLM sont bêtes ». C'est pas, voilà, ouais, on va pas révolutionner le monde avec ça. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que les LLM, comme la souris, c'est des outils. C'est à vous d'en faire quelque chose d'intelligent. Merci. Oui, j'ai quelques minutes pour les questions. Oui. Oui. Alors, ouais, il y a la question de OpenAI et Azure. Alors, en fait, donc, Azure, en effet, a un partenariat avec OpenAI et en fait, propose les services d'OpenAI sur Azure. Donc, si vous avez un contrat entreprise avec Azure, c'est peut-être une bonne idée de passer par là. Moi, je ne suis pas juriste, je donne pas d'informations. Je dis, voilà, à partir du moment où vous envoyez des informations personnelles sur des serveurs qui ne sont pas à vous, il faut faire attention. C'est pas le sujet de ce talk. Ouais, ça peut être possible d'utiliser des modèles locaux, mais ouais. Quelqu'un a une autre question? Oui, il faut que je répète la question. Ouais. Ouais. Oui, les exemples du code, c'est le lien, il y a mon GitHub qui est là, et c'est Clicks to Conversations, le nom du repo. Ouais. Oui. En fait, l'alternative, ça peut être très simple. Ça peut être, par exemple, voilà, ce que j'ai déjà dit, ça peut être un retry, ça peut être rebasculer vers un formulaire, ça peut être discuter avec un humain. Ça peut être, en fait, ça va vraiment dépendre de votre use case. Là, comme je suis dans le use case assistant, très souvent, l'assistant, ça va être faire appel à un humain ou rebasculer vers le système standard. Si vous faites autre chose, ça va, voilà, ça va être autre chose. Oui. Alors moi, j'ai essentiellement testé GPT 3.5 et 4. Vraiment, je vois une grosse différence, exactement ce que vous avez vu en live, que GPT 3.5, il suit bien les instructions. Par contre, parfois, il a des comportements un peu idiots. Il dévie pas, il respecte bien. Par contre, ils mettent le owner en variable. En fait, nous, on voit bien que c'est complètement idiot. Et ça, GPT 3.5, il a tendance à faire ça. Alors que GPT 4, non. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la grosse différence. Et du coup, comme pour les agents, il y a quand même c'est quand même beaucoup plus complexe. GPT 3.5, il n'y arrive pas du tout. Et j'ai vraiment essayé en mettant des prompts beaucoup plus compliqués, etc. Non, c'est... Ouais. C'est vrai. Ouais, mais en fait, encore une fois, je pense que ça va dépendre. J'ai oublié de répéter la question. Est-ce que donc la question c'est donc les devs, on aime bien plutôt les raccourcis clavier, voire les lignes de commande. On n'aime pas tellement la souris. Donc, est-ce que là, les LLM vont être vraiment utiles? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Alors là, je pense que c'est un avis personnel. Je pense que ça va vraiment dépendre du use case. Moi, personnellement, en effet, pour mon travail codé, je préfère la ligne de commande.
Par contre, je ne suis pas sûre que je voudrais acheter un billet de train en ligne de commande, par exemple. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je connaisse les commandes de la SNCF, il faudrait... Voilà, enfin... Et donc, là, le chatbot, ça peut être intéressant. Et, ok, dernière question. Il reste 30 secondes, mais pas. 8 secondes. Bon, ok, bah ça tombe bien. Parfait, merci.